It's a strange thing to have you back in my face with all these years past. I guess I just got used to my space. I don't know how to feel. Et on va terminer cette émission spéciale à la Foire du Livre avec 3 romancières belges dans 3 maisons d'édition belges. C'est un privilège de vous recevoir toutes les 3. On va commencer à présenter Christiana Moreau. Vous êtes donc l'écrivaine de Au vent déraisonnable chez Empage Édition, qui est une maison verviétoise. On dit en page. En page, alors bon. Bah oui, on met en page. Voilà. C'est logique. Isabelle Barry, vous nous proposez Le Second Printemps chez 180 degrés Édition, qui est une maison d'édition bruxelloise. Et puis, il y a Caroline Allan, vous nous proposez La Petite Annonce chez Lilis Édition. Christiana Moreau, on va commencer avec vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les 3, vous avez choisi de camper un âge de la vie. Et c'est vous qui avez choisi de camper les personnages les plus jeunes. Pour vous, c'était important d'avoir 2 personnages au début de leur âge adulte, parce que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour contrariée que vous nous proposez. 2 personnages qui sont surtout ancrés dans une région. Ce sont les cantons de l'Est, en Belgique, et on est dans cette période juste après la guerre. On le sait très bien, il y a eu des gens qui ont été engagés malgré eux dans la Wehrmacht, puisque les cantons de l'Est ont été incorporés au Reich dès 1939, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été incorporés de force, qui ont été des sympathisants. Et vous aviez envie de jouer avec tout ça pour raconter l'histoire de cette région. Oui. En fait, je voulais écrire une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui est contrariée par la guerre. Finalement, je me suis fort intéressée à l'histoire et c'était vraiment complexe, cette région qui a été annexée pendant la guerre par Hitler. Et les habitants étaient vraiment divisés, déchirés. Les pro-belges et les pro-allemands, si je peux dire. Et alors, c'était très compliqué. Parfois, au sein d'une même famille, les gens se déchiraient. Et puis, certains ont fui pour entrer dans la résistance. D'autres ont été incorporés dans le Troisième Reich. Votre personnage masculin, lui, va partir dans la résistance. Et le personnage féminin va se retrouver dans le travail obligatoire. Et va, en plus, se retrouver aussi, malheureusement, violée par un soldat de la Wehrmacht. Elle va devenir la maman d'un enfant. Et vous allez nous proposer une version assez étonnante de l'histoire, puisqu'on sait qu'il y a eu toute une série de maternités en Allemagne, mais vous vous intéressez à la fameuse maternité Lebensborn qui était en Belgique. Au château de Wégimont, c'est dans la province de Liège, donc on n'entend pas beaucoup parler de cette histoire-là. D'ailleurs, quand on fait des recherches sur Internet, il n'y a presque rien à ce sujet-là. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a voulu étouffer l'histoire, parce que ce n'est pas très glorieux, mais oui, il y avait une maternité nazie dans la province de Liège, Lebensborn, comme on disait, et les femmes qui avaient la race aryenne et qui avaient des enfants avec des officiers allemands. On prenait ces enfants-là pour faire la relève de la race aryenne. Ça vous a permis, cette histoire, de dézoomer sur toute cette région et de montrer ce qui s'est passé après, à quel point la fameuse communautarisation de la Belgique et la fameuse séparation des 3 communautés linguistiques, elle résulte de cette période aussi, pour la partie germanophone. Oui, après la guerre, cette communauté germanophone avait bien du mal à s'exprimer dans sa culture, dans sa langue. Ils étaient très mal vus, mais ils culpabilisaient aussi, ils ne savaient pas si on allait les accepter ou continuer à les regarder comme des traîtres. Et finalement, dans les années 70, ils ont réussi à créer leur communauté eux aussi. On a appelé ça la communauté germanophone pour ne pas dire le mot allemand. Et voilà, ça faisait leur culture, leur langue, mais faisait partie de la Belgique. Un roman qui nous permet de revisiter toute cette région, de mieux comprendre aussi l'histoire de notre Belgique, l'histoire récente, celle du XXe siècle. On va passer à votre roman, Isabelle Barry, Le Second Printemps, qui lui est sur un deuxième âge de la vie, celui des plus de 50 ans. Votre personnage principal est une femme qui a 52 ans et qui à un moment donné se retrouve
à la fois en perdition dans son travail, elle fait le mien, elle anime une émission littéraire, à la fois en perdition, ou en tout cas elle perd pied en partie dans la famille, parce que les enfants deviennent grands, n'ont plus besoin d'elle, et à un moment, parce que son mari rate l'avion qu'il devait prendre avec elle, on comprendra pourquoi en lisant votre roman, elle décide de larguer les amarres. Elle prend cet avion seule, et elle se dit, je ne vais pas l'attendre à Lyon, je vais faire autre chose. C'est un rêve qui vous a caressé ? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? La vérité. J'ai dit un rêve, je ne vais pas demander si c'était vrai. En tout cas, je l'ai vécu puisque je l'ai écrit. C'est vrai que l'idée était surtout d'écrire un livre sur la liberté. J'avais envie de trouver un personnage qui l'incarne, qui soit assez proche de moi pour que je puisse mettre mes émotions et mes sentiments avec relativement de facilité dedans. Et cette liberté, évidemment, je trouve qu'elle est très difficile à vivre quand on a 50 ans pour les femmes, parce qu'on rentre dans une sorte de no woman's land, où on n'est pas encore assez vieux pour être une légende et plus assez jeune pour être pris en considération comme une personne qui amène de la fraîcheur ou du vent frais. C'est très compliqué, je trouve que c'est vraiment une passerelle très compliquée à vivre. Je trouve qu'on confond aussi beaucoup jeunesse et beauté, et qu'on peut être une vieille personne très belle. D'ailleurs, Adèle va en rencontrer une qui a 80 ans, qu'elle trouve magnifique. Mais nous, on nous demande de ne pas vieillir, en fait. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est pas possible, tout simplement. Votre personnage va se retrouver un peu par hasard, grâce à cette rencontre avec une femme de 80 ans qui rayonne véritablement. Elle va se retrouver sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et peu à peu, à travers d'autres chapitres, un autre personnage va monter en puissance, va apparaître. On ne sait pas du tout pourquoi ce personnage vient là. C'est celui d'une prof de philosophie qui a des origines ougandaises, mais qui a été élevée par des parents adoptifs et qui peu à peu commence à s'approprier le voile islamique et va se demander jusqu'où elle va aller dans cette quête. Alors c'est quand même un mélange a priori assez improbable, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et puis le voile. Oui, et son arrivée d'ailleurs sur les chemins est un peu bouleverse un peu tout le monde, parce que évidemment c'est un chemin qu'on imagine destiné aux catholiques, aux chrétiens, et elle dénote avec son voile. Mais c'est justement ça pour elle, la liberté. La question, c'est vraiment ça. Adèle se pose la question en la voyant de se dire, c'est qui de nous deux la plus libre? Parce que derrière ce voile, c'est aussi une jeune femme qui est une philosophe très ouverte d'esprit, et qui va lui apprendre plein de choses à Adèle, alors qu'Adèle est l'aînée quelque part. Et donc c'est vraiment ce jeu. Moi, j'avais envie qu'à la fin du livre, on se pose plus de questions qu'au début du livre. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est sans nuance, qu'on perd un peu le goût du débat, et que tout n'est pas ou noir ou blanc. Cette question de la liberté, elle peut se poser pour les deux autres livres d'ailleurs, Caroline. La liberté, elle est au cœur de votre livre. Elle est au cœur parce que c'est un choix, ce livre. Ça s'appelle La Petite Annonce, et ce n'est pas par hasard. C'est un homme de 80 ans qui est votre héros. Je disais, on va progresser dans les âges de la vie. Ici, on est vraiment dans le 3e âge, même le 4e même. Et c'est son fils qui veut le placer en maison de repos. Son fils qui, par ailleurs, est celui qui met de l'argent pour les dépenses quotidiennes. Donc, s'il coupe le robinet, c'est quand même compliqué. Et votre personnage, il dit non, je veux rester libre, je veux rester moi-même. Il place une petite annonce, le titre le dit bien. Et c'est quoi cette petite annonce ? Oui, voilà. Alors donc, effectivement, il est aussi avide de liberté et d'autonomie, puisque selon son fils, il est arrivé à un âge où il devrait justement perdre cette liberté, se placer en maison de retraite, et donc il va mettre une petite annonce qui est un peu particulière, puisque elle s'adresse uniquement à des personnes de plus de 75 ans. Donc moi j'ai vraiment voulu avoir un héros, alors à la différence d'Isabelle peut-être qui était loin de moi, qui cherchait des solutions pour s'en sortir par rapport à ce fils qui voulait. Alors cette fameuse petite annonce adressée aux gens de plus de 75 ans, c'est oui. Soyons colocataires. Soyons colocataires, exactement. Donc il fallait être valide quand même, mais avoir plus de 75 ans pour vivre ensemble. Et des gens vont répondre à cette annonce parce qu'effectivement, dans la société, je crois qu'il y a peut-être, ou en tout cas dans mon roman, une série de personnages qui cherchent des solutions pour cette fin de vie qui n'est pas toujours facile en Belgique et certainement ailleurs. Pas facile
à un moment donné où on n'a pas le choix d'accepter 2 étrangers dans sa maison et de Oui. trouver les règles pour vivre ensemble. Exactement. Donc, C'est la première chose qu'ils vont tenter de découvrir, c'est quelles sont nos limites. voilà, c'est ça. Et autant je pense que la colocation a ses charmes quand on a 20 ans et qu'on part en Erasmus ou qu'on quitte ses parents pour la première fois. Autant à 80 ans, évidemment, quand on a déjà une vie derrière soi, c'est beaucoup plus compliqué. On a tous des petites manies à tous les âges de la vie, mais au 3e ou 4e âge, elles sont bien installées. Et c'est vrai que pour eux, ça va être un beau défi de vivre ensemble. Mais l'enjeu, il est là. Il est bien de vivre et pas de survivre, ce qui aurait été le cas dans une maison de retraite. Il va y avoir une grosse surprise au milieu du livre, On ne un dit gros rien, mais il y a une changement, grosse surprise. un changement dans ce qui était bien établi à un moment donné. On ne va pas en parler effectivement, mais ça reste une comédie, malgré tout, à tout moment. Et vous êtes face à des choses qui sont extrêmement dures. On va aller loin dans la dureté et la crudité des choses. Oui. Mais pourtant, cet aspect comédie, il reste là. Oui, parce que, je pense que c'est peut-être mon caractère, mais pour moi, l'humour, c'est vraiment très important. Je crois que c'est la force de l'être humain, c'est ce qui nous permet de supporter les petites tragédies du quotidien et la tragédie de la vie de façon générale. Donc, c'est vrai que c'est difficile de vieillir et, comme vous dites, vous parlez de crudité, il y a des choses du corps qui sont compliquées. Et donc pour moi, l'examiner à travers le prisme de l'humour, c'était important et ça amenait peut-être une légèreté par rapport à la gravité de la situation. Les corps, ils sont au centre de votre livre aussi, Isabelle, puisque quand on est tous les jours sur la route des Saint-Jacques-de-Compostelle, les pieds, le dos, tout ça, ça souffre. Il fallait l'expliquer, il fallait trouver le moyen de rendre tout ça réel. Oui, et puis ça souffre plus quand on a 50 ans que quand on en a 15. Je dis ça parce que j'ai fait une partie de Saint-Jacques avec mon fils et je sentais que cette souffrance n'était pas la même. C'est vrai que le corps est important, mais le corps est le reflet de l'âme aussi. Et la manière dont on vit l'évolution de son corps, c'est aussi le reflet de ce qu'on pense. Christiana Moreau, le mot de la fin sera pour vous, puisqu'on a commencé avec vous. C'est quoi écrire pour vous ? Pour moi, c'est créer, parce qu'avant, j'étais peintre et sculptrice, et finalement, écrire, c'est la même chose. Pour moi, je ne fais pas de différence. J'ai envie de dire des choses, soit par l'image, soit par les mots. D'investir des mondes que je ne connais pas, ou des périodes que je n'ai pas connues. Et c'est une liberté totale aussi. Finalement, c'est la liberté. Allez, je pose la question aux 2 autres, comme ça, on aura épuisé ce sujet. Écrire pour vous, Isabelle ? Écrire, c'est vivre pour moi. Voilà. Chaque fois, je me dis que je vais arrêter, puis je recommence chaque fois. Caroline ? Je pense que c'est vraiment un plaisir d'abord et que c'est essentiel, je trouve, aujourd'hui de pouvoir raconter des histoires, continuer à raconter des histoires, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Voilà, et c'est le sens même de ce que nous faisons ici dans cette émission, c'est de recueillir ces histoires pour les ramener vers vous et en espérant, bien entendu, que vous allez vous jeter dessus. Ce sera peut-être le cas pour le prochain roman de Karine Thuil. Elle sera notre prochaine invitée, ce sera le 30 mars. D'ici là, excellente lecture à toutes et à tous.